Si Tali elle était là, ce serait tellement plus simple. Ouais, parce que moi, je vais t'avouer là, que j'ai aucune idée du pourquoi, du comment elle est en rouge de son côté et que faire. Vraiment, j'ai tout tenté au niveau de mes possibilités au niveau des rôles, là, puis tout ça, là, mais. Est-ce que RL peut retourner et Ouais, on changera.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Je crois que c'est un bonjour. Ça dépend, il y en a aussi qui sont en France. Aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de la sécurité émotionnelle en JDR. Alors, on aurait dû être 3 au moins, voire peut-être même 4, mais il se trouve qu'on a quelques soucis et qu'on va donc faire cette table ronde à 2. C'est un peu faible, mais on va le faire. On va peut-être commencer par se présenter. Arnaud, je te laisse commencer. Eh bien, tout à fait. Merci Nadège. Donc, je m'appelle Arnaud. J'habite à Paris et je joue plutôt beaucoup depuis ces derniers temps aux jeux de rôle par table virtuelle. Donc, effet déconfinement qui a permis de démultiplier la pratique. En termes de pratique, je pense que c'est à peu près 50% du temps joueur, 50% du temps maître du jeu. Donc, voilà, avec les deux aspects de notre sujet. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Irène. On va avoir Et- la tombe à J'avais 3. changé de machine et ça marchait pas le micro sur l'autre. Ah, bonjour tout le monde. Très bien, on en était à se présenter. Arnaud, tu peux terminer. Oui, et je disais que j'avais une pratique qui était en train de migrer, alors peut-être pas tout récemment, mais d'un jeu de rôle technique vers un jeu de rôle plus narratif. Très bien. Irène, est-ce que tu veux te présenter? Oui. Donc moi je suis artiste-autrice, je fais aussi des jeux, je suis modératrice dans la communauté C'est pas du JDR, et là récemment j'ai fait un outil de secours émotionnel à la base plutôt pour le jeu de rôle solo qui s'appelle Je me suis excardée, et j'ai aussi eu l'occasion de faire quelques autres jeux et outils inspirés par la communication non violente. Parfait. Parfait. Moi, c'est Nadège, un peu comme Arnaud avec le déconfinement. J'ai commencé à jouer beaucoup. Je suis autrice, traductrice, relectrice, codeuse de JDR. Je fais un peu que ça dans ma vie. Et j'ai fait aussi pas mal de GN nordique. Et c'est de là que je tire ma culture de la sécurité émotionnelle. Voilà pour les présentations. Et je propose qu'on commence cette table ronde pour qu'on s'entende bien sur les termes du sujet par définir ce que c'est la sécurité émotionnelle pour vous. Irène, est-ce que tu veux commencer? Ouais, moi c'est assez simple, la vision c'est surtout de s'assurer du bien-être de chaque personne qui participe à une partie, y compris soi-même. Effectivement, c'est important. Ouais, j'ai pas bien mieux à dire. C'est une question de bien-être qui est une précondition au plaisir autour de la table. Tout à fait. Je suis d'accord aussi. En général, quand je définis la sécurité émotionnelle, comme je le faisais dans ma chronique radio à l'époque, c'est l'ensemble des techniques et des méthodes qui vont permettre de vérifier que tout le monde s'amuse autour d'une table de jeu. Parce que quand on joue, on est là pour s'amuser, en général. Et par s'amuser, je ne veux pas dire qu'on va jouer à Que s'il était ou à un petit jeu super mignon. On peut tout à fait s'amuser en jouant à un jeu d'horreur, mais qu'on passe du bon temps autour de la table. Donc finalement, ça répond un petit peu dans notre définition à pourquoi la sécurité émotionnelle. Mais est-ce que vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce sujet? Ouais, alors, moi je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'en fait on n'est pas dans la tête des autres personnes. Et même quand on côtoie des gens depuis des années ou des dizaines d'années, il y a toujours des moments où on ne sait pas ce que ces personnes peuvent penser ou ressentir. Et qu'en fait c'est justement ces moments-là d'inconnu qui peuvent nous mettre dans des situations désagréables. Je suis assez d'accord. Irène? Tout pareil. Ça va y avoir beaucoup de débats autour de cette table ronde, je sens. On est tout le temps d'accord, c'est bien. Tout à fait. Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes à raconter à ce sujet? Moi, je peux. Vas-y. Je suis en couple avec quelqu'un depuis 10 ans, on s'est mariés, j'ai des amis que je connais depuis hyper longtemps, et première partie de jeu de rôle que je fais, alors j'avais un peu pris tout le monde en otage parce que j'arrive pas à trouver des gens pour jouer avec moi, donc ils étaient obligés de jouer, c'était mon anniversaire.
Et donc, je lance ma première partie avec eux et tout le monde se connaît très bien depuis une bonne dizaine d'années. Et j'ai pas du tout vu que tout le monde se prenait la gueule. Alors que c'est des gens que je connais sur le bout des doigts. J'avais pas compris que certains avaient pas compris qu'une des joueuses jouait son personnage, ils croyaient que c'était juste elle qui était chiante. Il y en a deux qui se sont frités entre eux parce qu'il y en avait un qui avait empoisonné son bonhomme plus ou moins sournoisement. Et en fait, c'est vraiment le moment où mon mari s'est levé et s'est barré de la table pour se mettre dans le canapé. J'ai fait merde, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait 2 heures déjà que ça m'arasmait et j'avais rien calculé. Effectivement, c'est quelque chose d'important. Je pense que la sécurité émotionnelle, c'est pas que les thèmes qu'on va aborder, on en reparlera, mais c'est aussi s'assurer que toute la table communique correctement et que les joueurs vont bien, finalement, quelle qu'en soit la cause. Ouais, on peut tomber sur des situations en plein milieu d'un jeu comme ça, donc je me retrouve avec une table où je suis joueur. La moitié des joueurs avec qui je joue depuis très longtemps, et puis les autres, c'est des potes de ses potes. Et à un moment, je comprends pas, il y a une attaque de nounours qui nous font des toiles. Et là, je dis à voix haute, mais en fait, c'est quoi ces nounours? On parle des araignées. Là, ils me font non, non, top, top, top. Parce qu'il y a un joueur autour de la table qui ne supporte pas et qui a demandé expressément qu'on n'utilise jamais le mot. Donc voilà, genre de situation, on peut mettre les pieds directement dedans. Bon, ils m'ont stoppé au bon moment, mais j'aurais été MJ sur cette table-là, j'étais pas au courant de ça, et ils se prenaient vraiment la déferlante dans la tête. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut essayer de prévenir avant le début de la partie, en expliquant à tout le monde, ou en ne mettant pas de nounours dans le jeu aussi si ce n'est pas indispensable. C'est plus comme ça que j'aurais géré la situation moi en tant que MJ finalement, mais bon, chacun sa table. Et ouais, la sécurité émotionnelle, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard finalement dans le JDR et même dans le GN, puisque j'ai commencé à écrire des GN nordiques toute seule avant même de savoir que ça existait et qu'il y avait une structure et de la sécurité émotionnelle autour. Lors de ma première partie de GN, qui se jouait en centre-ville de nuit à Strasbourg en hiver, c'était assez épique, il y avait des espèces de détraqueurs, des PNJ qui poursuivaient les joueuses, et on s'est pas rendu compte qu'il y a une joueuse qui avait vraiment peur. Et elle a fait exactement la chose à faire, à savoir qu'elle est partie du jeu, qu'elle allait se mettre dans un coin, et qu'elle est revenue quand ça allait mieux. Sauf qu'on était en centre-ville de nuit et qu'on la trouvait pas et qu'on a un peu paniqué sur le coup. Donc la sécurité émotionnelle, c'est bien aussi de dire quand quelque chose ne va pas. Parce que ça permet aux autres de s'en rendre compte. En ce qui concerne la peur en particulier, tout le monde a des peurs. Et la diversité des peurs est juste gigantesque. Oui. Par centaines. Et on a du mal à s'imaginer, quand on n'a pas peur de quelque chose, que ça puisse faire peur à quelqu'un. Moi, j'ai une liste de peurs et phobies juste énorme. Voilà. Et malgré tout, je me suis retrouvée à explorer. On était au château de la Joyeuse Garde, je crois, enfin les ruines de la Joyeuse Garde. Il y avait un souterrain. Moi, j'adore les souterrains. Et j'étais avec une copine qui me dit non, moi, ça me fait peur, je veux pas y aller. Et je me suis vue dans ce moment de déni de sa peur, juste parce que moi, ça me faisait pas peur et que j'arrivais pas à me mettre à sa place. Alors en fait, elle a oublié, mais moi, ça m'a traumatisée de me rendre compte que j'avais été capable, du fait que je n'avais pas peur, de faire un déni de sa peur. En disant mais non, mais c'est rien, tu vas voir, c'est rigolo. Mais en fait non, quoi, c'est pas rigolo du tout pour elle. Donc c'est difficile d'anticiper toutes les peurs de tout le monde. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça me fait penser, RL, là, quand tu abordes ce sujet, qu'on a aussi une grande spécificité en jeu de rôle, c'est qu'on est 2 personnes à la table. On est soit l'être humain qui est là avec sa journée passée, sa journée future, et on est le personnage qu'on est en train d'incarner. Pour le MJ, on est même une potentialité de dizaines de personnages en même temps. Et en fait, quand on exprime quelque chose, c'est pas toujours évident de savoir laquelle de ces facettes s'exprime. Est-ce que c'est la personne qui dit que j'ai peur? Est-ce que c'est le personnage qui dit que j'ai peur? Et en fait, la réaction, elle doit pas du tout être la même. Mais si on n'a aucun moyen de se l'exprimer d'une manière un peu cadrée, on se prend les pieds dans le tapis. Tout à fait. Tout à fait. Et donc finalement, la sécurité émotionnelle, c'est pas
que dans les conventions. Alors, évidemment, lorsqu'on joue en convention, on va jouer avec des gens qu'on ne connaît absolument pas, on n'a aucune idée de ce qui peut les mettre mal à l'aise. C'est bien d'utiliser des outils de sécurité émotionnelle comme ceux qu'on va présenter un petit peu plus tard. Mais la sécurité émotionnelle, c'est pas que lorsqu'on joue avec des nouveaux, c'est aussi lorsqu'on joue avec des gens qu'on connaît depuis 10 ou 20 ans, parce qu'on ne sait absolument jamais ce qui peut gêner. Je me souviens d'une partie avec Albéric Arnaud, où Albéric a demandé de se calmer un petit peu sur un sujet qui le touchait de près. Ça faisait 10 ans que tu le connaissais, que tu n'avais pas anticipé. Enfin, je dis 10 ans, plus de 10 ans, bien plus de 10 ans. Et ça arrive. Et en fait, c'est pas grave. C'est ça qui est important. C'est pas grave si on a un problème de sécurité émotionnelle. L'important, c'est d'arriver à le contrôler, arrêter ce qui va pas et arriver à le dire surtout. Ce qui n'est pas facile, en tout cas pour moi, parce qu'il y a toujours une pression sociale autour d'une table. Et quand on a l'impression que tout le monde s'amuse, je sais pas vous, mais moi, j'ai souvent du mal à le dire quand ça va pas. Et tu parlais des amis de longue date, où forcément on se dit qu'on connaît toutes ces personnes et qu'on fera jamais d'impair. Alors moi je parle pas de mes peurs et de mes faiblesses à tous mes amis et j'imagine que c'est la même chose de leur côté. Et donc il y a plein d'amis de 20 ans où il n'y a pas cette intimité de peur et de faiblesse. Donc avec ces personnes-là, on a presque un faux semblant de on est en sécurité parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et en fait, il y a toujours des choses réciproquement qu'on ne connaît pas sur les autres et où on peut se faire involontairement du mal. J'ai envie de dire même presque sur soi-même. Moi, j'ai été du coup soumise à cet exercice de dresser la liste, au sens propre du terme, la plus exhaustive possible. Moi, j'ai découvert des trucs en faisant cette liste. C'est pas un exercice que tout le monde fait dans sa vie, donc des fois aussi, on n'est pas forcément conscient d'une peur qu'on a. Mais alors, voilà, sans rentrer dans une grande phobie. On peut peut-être mettre le palier au-dessus où vraiment c'est insupportable, mais même quelque chose qui va nous triguer un petit peu. On n'est pas forcément conscient toujours des choses qui nous stimulent. Tout à fait. Dans ma première campagne de JDR, il y a un des personnages qui s'est mis à fumer du cannabis à un moment. Et ça m'a mis assez mal. Et j'avais absolument pas les moyens de l'exprimer. Je n'avais aucune idée de ce que c'était que la sécurité émotionnelle. Je n'avais aucune idée que ça existait. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, en fait, ce que c'était. Que d'avoir un mal-être en JDR et que j'avais ce mal-être que je ne me soupçonnais absolument pas. Mais plus récemment, je m'en suis découvert d'autres aussi que je ne pensais pas avoir. Et bon, je les ai rajoutés à ma liste. Je pense que ma liste actuelle est plutôt exhaustive, mais qui sait. Ouais, et puis n'oublions pas, il y a une journée qui vient de se dérouler, il y a une journée à venir, il y a une semaine qui vient de se dérouler. Il peut y avoir un événement. Il peut, alors, en parlant de quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 semaines ou 3 semaines, mon chat qui avait fugué pendant la journée, j'étais, le trouillomètre à 0. Le fait que moi j'avais prévu des chats comme monstres ou enfin des tigres comme monstres, ça m'a mis mal. En fait, je me suis mis à manipuler un objet qui me mettait mal, qui en temps normal me met pas du tout mal. Mais ce jour-là, c'était juste ce jour-là, 12 heures après, ça allait mieux, mais c'était la fenêtre où c'était presque le sujet que j'aurais pas dû aborder. Et tu le découvres quand tu es dedans, en fait. C'est ça. C'est ça. Et c'est quand tu es dedans qu'il faut le dire, et c'est quand tu es dedans que c'est difficile de le dire. Et j'en sais quelque chose, tu ne l'as pas dit, Arnaud, à ce moment-là. Non, je l'ai pas dit. Je l'ai pas J'étais là. dit. Je crois que j'en avais parlé un tout petit peu avant. Oui, C'est une partie où je suis parti très vite. J'ai pas fait trop de débrief de la partie. Je suis parti très vite après la partie. et Euh, voilà. Et pour le contexte, je joue à peu près 200 parties par an avec Arnaud. Je ne m'en suis pas rendu compte. Et j'apprends ça là maintenant, donc voilà. C'est un exemple excellent pour cette table ronde, je pense. C'est pas facile de dire quand ça va pas, et ce même quand on est MJ. Et c'est normal, hein, c'est compliqué d'admettre ses faiblesses. C'est compliqué d'admettre ses faiblesses. C'est pour ça qu'en fait, utiliser des outils, que ce soit la X-Card ou autre chose, peu importe, ça permet de l'inscrire dans les règles quelque part, dans la méta du jeu. Et ça permet de faciliter la communication. Parce que la sécurité émotionnelle,
on en fait tous. Donc, si jamais on a un ami qui se met à fondre en larmes à la table de jeu, on va peut-être arrêter de jouer et demander ce qui se passe. Mais il y a ces non-dits, il y a cette retenue et essayer de la casser un petit peu avec les outils, c'est ça qui me paraît important. Tu veux ajouter quelque chose, Erel, là-dessus? Non, c'est très bien. Voilà. Finalement, cette table de jeu, c'est une table où on joue, je continue sur l'anecdote d'Arnaud, c'est une table où on joue avec des gens qui se connaissent très bien depuis très longtemps, et c'est une table où on n'a pas beaucoup d'outils de sécurité émotionnelle qui sont formulés. Peut-être que ça a pu jouer. Mais il y a un point que tu soulignes qui est particulièrement vrai pour les personnes qui ont pas mal d'années au compteur derrière. En fait, la sécurité émotionnelle, c'est pas quelque chose dont on parlait il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Et on est peut-être un certain nombre à avoir commencé à jouer dans un paradigme de jeu qui était aussi différent, où la sécurité émotionnelle, bah, tu la ressens toujours, hein. Quand tu te mets mal dans une partie, t'as pas besoin d'avoir les outils pour t'être mis mal. Donc le phénomène était là, mais on n'avait pas les outils pour en parler. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mes tables, quand je joue avec des quarantenaires, avec des cinquantenaires, où en fait on n'a pas modernisé notre pratique de la sécurité émotionnelle. Alors, on est devenu plus mature avec le temps, donc on sait faire plus attention aux autres. On a aussi changé un grand paradigme qui est le MJ contre les joueurs et on est devenu le MJ un joueur à la table et ça change beaucoup de choses, je pense aussi. Par contre, on n'a toujours pas intégré tous les outils de sécurité émotionnelle. Oui, effectivement. Effectivement. Erel, tu veux ajouter quelque chose? En fait, comment dire? Alors, ça m'est pas arrivé moi. Bon, remarque si même ça m'est arrivé moi, mais il y a des moments aussi où tu parles de bon, quand on voit quelqu'un pleurer à la table, on va se demander ce qui se passe. Moi, j'ai entendu des cas où on se fait engueuler, hein. Je veux dire, l'émotion sort et ça emmerde tout le monde parce que ça pète un petit peu le mood. Donc, ouais, je suis un bisounours. ouais. Suis un bisounours. Les conditions d'accueil ne sont pas toujours là non plus. Effectivement. Les conditions d'accueil, en général, je n'y pense pas parce que si jamais ça se passe comme ça à une table, je prends mes affaires et je pars. Et je ne reviens plus jamais. Mais effectivement, c'est pas toujours possible pour tout le monde. Enfin, il y a des gens avec qui on aime jouer malgré tout. Et c'est quand même un petit peu ennuyeux de pas faire attention au mood des gens parce que finalement, ce qu'on m'a appris dès que j'ai commencé le GN nordique en club, c'est que la sécurité des joueurs et des joueuses est plus importante que n'importe quel jeu, que n'importe quel cliffhanger, que n'importe quel plot twist. Et que finalement, il vaut mieux prévenir qu'il va y avoir des zombies plutôt que d'avoir la grand-mère qui revient en zombie et c'était elle le coupable depuis le début. Et oui, ça casse un peu le plot twist. Mais en même temps, c'est mieux que d'avoir un joueur en PLS. Un point dont tu parlais, RL, ça m'a fait popper une idée. Je me rends compte, là, en discutant avec vous, ça m'était pas venu avant. J'avais plutôt pris les outils de sécurité émotionnelle de l'angle de la personne qui voulait se protéger. Mais je me rends compte aussi qu'on n'est pas tous toujours capables de détecter ce que ressentent les autres. Et que c'est aussi hyper important pour ceux qui sont autour de la table. Tout le monde n'est pas empathique. Tout le monde, parfois on a on est plongé dans l'histoire, comme tu disais, plus ou moins fortement, on est dans le mood, et peut-être qu'on n'a pas envie, tu vois, je suis en train de jouer un barbare très dur, je suis dans le mood, j'ai peut-être justement pas envie de m'arrêter sur le personnage d'à côté qui exprime des sentiments, au contraire, puisque mon personnage, lui, ne doit pas en exprimer. Et donc, ces outils, ils sont aussi importants pour les autres autour, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose et pour revenir en mode humain, de se protéger les uns les autres et de sortir finalement du jeu, de réussir à, revenir et à redétecter ce qu'on ne détecte pas forcément par soi-même. Tout à fait.
Il y a un petit truc aussi, c'est le fait que, par exemple, on a utilisé nos outils de sécurité émotionnelle en lançant la campagne. On est tout content, on a fait nos listes de lignées de voile, et puis c'est bon, c'est fait. Et sauf qu'en fait, d'une partie sur l'autre, ces lignes, elles sont fluctuantes. Ces listes, elles sont pas gravées dans le marbre. Comme tu dis, tu peux avoir un problème avec ton chat. Euh, C'était pas là quand vous avez fait la liste. Et on s'est retrouvé sur une partie. Alors bon, c'est un peu particulier parce que c'est des parties. C'est une campagne partagée, donc on rentre, on sort, on n'est pas tout le temps là. Et il se trouve que j'ai pris une partie divisée en deux blocs en cours de route. Il n'y a pas eu un redébrief de trigger warning, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à une situation où heureusement c'était en vocal, c'était en virtuel, j'ai pu enlever les écouteurs. J'ai enlevé les écouteurs et juste je suivais de temps en temps voir si la scène était finie ou pas. La scène était trop dure pour moi et j'ai fait moi le choix du coup de me retirer. Après, quand je l'ai dit, tout le monde était très gêné et on a eu cette prise de conscience de bah oui, c'est vrai qu'en fait en début de séance, on n'a pas refait un point. Ouais, effectivement. Effectivement. Je pense quand on joue en vocal. Ah, pardon, Vas-y. Nadège. Vas-y, vas-y. Quand on joue en vocal, il y a quelque chose qui est plus dur, c'est qu'il y a plein d'émotions. Alors, ça nous permet, comme tu le dis, de se protéger un peu plus, donc c'est bien. Et d'un autre côté, c'est aussi plus difficile de percevoir ce que ressentent les autres personnes, puisqu'on n'a pas du tout alors je vais dire les stigmates faciaux de l'émotion. Et on peut aussi, sur un jeu vocal, purement vocal, sans voir la personne, en fait, ne pas se rendre compte qu'on est en train de défoncer la sécurité d'une personne parce qu'elle est juste invisible et inaudible. Donc je pense que le jeu vocal crée quelques situations plus difficiles à gérer et rend encore plus important la présence des outils parce qu'on n'a pas la détection des émotions humaines par le visage. Je vais le nuancer parce que moi je suis déjà pas capable avec les visages donc Ok. ouais, mes proches ils étaient à ma table, ils étaient devant moi pendant 2 heures, j'ai rien vu. Voilà. Ouais. Bon. Donc à condition d'être capable de pouvoir détecter les micro-expressions. Effectivement. Effectivement. Mais on parle depuis tout à l'heure des outils de sécurité émotionnelle de façon théorique. Est-ce qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet et à présenter quelques outils? Parce que je pense que tout le monde dans le public ne les connaît pas tous. Moi-même, je ne les connais pas tous. Est-ce que ça vous va? Oui. Très bien. En général, quand je fais de la théorie de la sécurité émotionnelle, je sépare les outils en 3 grandes catégories. Les outils de prévention, les outils d'arrêt d'urgence et les outils de secours. Ou de manière un petit peu plus générale, les outils avant la partie, les outils pendant la partie, les outils après la partie. Je propose qu'on commence donc par avant la partie. Tu as cité, Erel, il me semble, les lignes et les voiles. Est-ce que tu veux nous préciser un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas? Je vais te contrarier. En fait, j'aimerais Oui. beaucoup commencer par les trigger warnings et les content warnings. Très bien. Parce que pour moi, ça arrive encore en amont. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai une énorme liste de peurs et phobies. Et en fait, pour me protéger, moi, d'une partie qui pourrait mal se passer, et qui pourrait mal se passer aussi pour les autres, parce que si ça se passe mal pour moi, ça va forcément pas être agréable pour tout le monde. C'est avoir cette liste de dans le jeu ou dans ce scénario ou dans cette partie, il pourrait y avoir ce type de thématique. C'est très difficile à lister. Je sais qu'il y a un outil qui permet de faire des listes qui est en fait bizarrement plutôt utilisé pour les lignes et les voiles. Mais je trouve qu'en fait ça peut être une très bonne liste aussi à utiliser pour poser des trigger warnings et content warnings. Je sais pas si tu vois laquelle, Nadège. Non, absolument pas. C'est une liste où tu retrouves toutes les thématiques qui peuvent trigger les gens, quoi. Oui, effectivement, j'ai des listes de ce genre que Voilà. j'ai établies moi-même, mais je n'ai pas de liste officielle qu'on pourrait sur un site ou quoi. Est-ce que tu as un lien à donner? J'ai pas de lien, mais j'en ai vu passer. Alors c'est vrai que moi j'ai du mal avec ces listes parce que ça peut être très lourd à lire et très indigeste à lire parce que c'est vraiment plein de trucs assez trashouilles. Moi je les trouve assez durs à s'envoyer. Néanmoins, pour des gens qui n'ont pas d'idée de ce qu'ils peuvent mettre en content warning, ça peut être une bonne base de se dire ah oui tiens ça pourrait, ah ouais s'il y a ça dans le scénario,
Ouais, si, je vais le mettre. Après, il y a des nuances. Par exemple, je donnais il y a pas longtemps l'idée de tu veux faire un jeu d'enquête. C'est vrai, quand on pense enquête, on pense beaucoup aux meurtres, aux enquêtes policières, etc. Oui, mais quelqu'un qui supporte pas. Il veut pas un corps, par exemple. On veut pas de corps dans l'histoire. Moi, ça me choque, je veux pas de voir de corps. Bon, bah alors il y a deux solutions. Ou on en parle, bah, là on va peut-être citer les lignes et les voiles. Ou on en parle très brièvement, vous trouvez un corps, point. Il y a tel indice dessus, hop, on passe à autre chose et on va partir sur l'enquête, les alibis, les choses comme ça. Euh, et du coup, là on a un voile. Ou alors on est sur la ligne, c'est-à-dire que vraiment il faut pas de gens morts dans le jeu. Voilà, ça, moi je vais pas le supporter. Bon, bah on va faire une enquête sur un vol de bijoux par exemple. Ça n'empêche pas d'enquêter, ça n'empêche pas de faire un scénario avec ce type de gameplay, c'est juste que cette section-là de type d'histoire, on va la mettre de côté, on va trouver autre chose pour mettre à la place. Tout à fait. Voilà, et là, du coup, on est sur une ligne. C'est vraiment non, je n'en veux pas du tout. C'est ça. Les Ouais. lignes, c'est non, je n'en veux pas. Les voiles, c'est on peut en parler, mais très vite en passant, Mais et on ne rapidos, met quoi. pas dessus. On va mettre un Ouais. voile pudique dessus. Pour Et la donc, ce que je petite trouve... histoire, Ouais, pour vas-y. la petite histoire, le voile, finalement, c'est quelque chose que j'ai commencé à utiliser avant même de savoir que ça existait, que c'était un nom et une méthode qui portait ce nom. Mais lorsqu'il y avait quelque chose que j'avais pas envie de décrire en tant que MJ dans un JDR, je jetais mon écharpe sur les joueurs en lui criant voile de pudeur, et ça marchait plutôt bien. Et néanmoins, du coup, ce que j'aime dans l'outil des trigger warning et content warning, c'est justement qu'on peut le savoir très en amont. C'est ça. Et C'est du ça. coup, moi, je sais que quand je me dis, ouais, tiens, je vais voir, est-ce qu'il y a une partie qui pourrait me tenter. Alors, je joue très très peu, mais des fois, ça m'arrive de regarder les annonces et je fais, ouais, non. Ouais, non. Ah ouais, non. Du coup, c'est pour ça que je joue très très peu, en fait, parce que j'ai trop de... j'ai trop de triggers, en fait. Mais au moins, ça me permet de m'engager sur une partie. Quand je m'engage en confiance. Déjà, pour moi, c'est moins lourd. Et ça me permet beaucoup de faire le tri, de pas me retrouver au pied du mur. Ça m'est arrivé une fois avec Thomas Munier qui avait proposé une partie dans Milvaux. Alors, je sais que Milvaux, le post-apo, c'est pas du tout mon délire. Mais bon, après, on est très amis et le côté forestier, machin, ça me parlait. Et il m'a dit non, tu verras, c'est assez différent de ce que je fais d'habitude. On va jouer avec des pièces séparées, donc on avait plein de chaînes partout. Le game design avait l'air rigolo. Et quand on a commencé à choisir les petites cartes pour créer le contexte, et j'ai commencé à xcarder un truc, j'ai xcardé deux trucs. Puis là, je dis mais en fait à un moment, je me suis moi-même censuré en me disant mais non, en fait je vais xcarder tout le monde quoi. Il aurait fallu que ça soit moi qui choisisse qu'on joue. C'est hyper dur quand tu es face à ça, du coup tu te dis si c'est pas moi qui choisis ce que je joue, en fait, je suis pas sûre de passer une bonne partie. Et c'est pour ça que j'apprécie cet outil-là, Trigger Warning, Content Warning. Effectivement. Ça me met en confiance. Je voudrais ajouter un truc sur les content warnings. Alors, il y a des listes qu'on peut trouver en ligne. Je n'ai pas de lien à vous fournir, mais il y en a. Un sujet, par exemple, et ben voilà, merci Benoît. Il y a des sujets auxquels on ne pense pas comme trigger en général, et qui pourtant peuvent l'être de façon assez violente pour certains gens. Donc je vais en parler un petit peu de sujets violents là tout de suite maintenant, et je mettrai mon point sur mon front comme ça quand j'aurai fini de faire ma liste. Si jamais vous voulez arrêter d'écouter, et ben vous pouvez pour l'instant. Un sujet qui touche à peu près la moitié de la population et auquel on ne pense pas du tout, par exemple, c'est toutes les thématiques qui sont liées à la grossesse et à la maternité. C'est quelque chose qui peut être très très sensible pour pas mal de gens. Un autre sujet qui peut être très sensible pour beaucoup de gens et qui peut arriver comme ça au détour d'une partie, c'est le harcèlement. C'est quelque chose auquel on ne pense pas non plus en règle générale. Quand on pense à trigger warning, on va penser à des choses beaucoup plus trash. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose? Je sais qu'il y en avait d'autres dans ma liste, mais là, j'y pense plus, Arnaud. Le deuil, Ouais. la mort. On a une partie avec Nadège où c'est un trigger warning de quasiment toutes les parties. Alors on le supporte bien, mais ça vient vite. Ça vient vite, oui, mais on est en fin de campagne aussi. Hein, voilà. Voilà, donc faites attention et essayez de réfléchir. Moi, je sais qu'effectivement, le deuil, c'était une scène d'enterrement d'un PNJ qui ne touchait même pas particulièrement les joueuses. Mais je sais que c'est comme ça que j'ai eu mon premier souci de sécurité émotionnelle en JDR, pas en GN.
c'était sur une thématique de deuil. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Erel? Il y en a tellement. Non, mais comme je disais vraiment au Oui, tout il y en début, a plein. il y a tellement de trucs, des fois qu'on soupçonne pas. Tout à fait. Et après, voilà, on a les classiques, même pour moi, du coup, tout ce qui touche la mort, le deuil, c'est un très gros basique. Moi, c'est ma tête de liste. Mais, mais même sur la violence ou la mesquinerie, même des trucs bêtes, il y a des gens en partie qui supportent pas les personnes qui font des blagues. Je le sais Oui. parce que je fais énormément de blagues quand je joue, ça me permet moi de décompresser, sauf que ça irrite beaucoup de joueurs. Donc, bah, des fois, voilà, juste même l'humour, c'est un truc qu'il faut mettre sur une liste. Tout à fait, effectivement. Mais quand on dit de dresser une liste, c'est pas parce que quelqu'un quelque part dans le monde a une phobie des concombres qu'on est obligé de mettre concombre sur la liste des contenus qu'on va aborder. Il y a une gradation à trouver. Et c'est pas facile de la trouver. Où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête? Je connais quelqu'un qui a une phobie des papillons. Est-ce que je mets papillon sur ma liste alors que je sais qu'elle va pas jouer? Donc voilà. Est-ce que vous avez des éléments de pistes de réflexion à ce sujet? Alors, j'ai l'impression que c'est des listes qu'on doit à la fois, enfin, on doit se permettre de les faire en secret parce qu'on n'a pas envie de révéler toutes ces difficultés à toutes les personnes. Bon, il faut bien qu'il y ait. Alors, soit on arrive à avoir un mécanisme complètement anonyme, ce qui permet finalement d'exprimer ça, que tout le monde soit au courant de la liste des choses à ne pas aborder, mais qu'on ne sache pas à qui ça revienne. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose auquel il faut réfléchir parce que la pression des pairs fait que ça demande de. Enfin, on n'est pas toujours capable d'exprimer toutes ces difficultés face à des personnes, qu'ils soient des inconnus ou des personnes qu'on connaît, hein. C'est différent, on exprime des choses différentes, mais c'est pas plus facile. Donc, réfléchir à voilà, comment est-ce qu'on peut le faire de manière un peu anonyme. Est-ce que, par exemple, ça serait pas le MJ qui pourrait être le récipiendaire de ces trigger warnings et content warnings, ou est-ce que on fait quelque chose de complètement masqué? J'ai l'impression que c'est quand même important de les diffuser parce que, outre la campagne qui nous amène quelque part, le fait que n'importe quelle joueuse autour de la table puisse à un moment se balancer dans un de ces sujets-là, euh, s'il y a que la meneuse qui a ces éléments-là, c'est impossible que les autres puissent faire attention à ces sujets-là. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à la diffusion de ces sujets, mais à garder un certain anonymat autour de la diffusion de ces sujets pour les diffuser à tout le monde, pour que tout le monde puisse en tenir compte et que ça ne repose pas que sur une seule personne, parce que le poids de la sécurité émotionnelle, s'il y a que la meneuse qui l'a sur les épaules, c'est hyper lourd. Et en même temps, voilà, garder l'intimité des sentiments des unes et des autres. Alors, moi, je propose deux choses différentes en fonction de si c'est trigger content warning ou si c'est ligne et voile. Sur les trigger content, beaucoup de gens ont peur de spoiler leur scénar. Ouais. C'est une crainte que j'entends très souvent. Ce que je propose en général, c'est d'essayer de trouver la thématique la plus globale par rapport à ce qui est abordé, quitte à ce que les personnes qui sont un petit peu titillées demandent plus d'informations, plus de détails. Par exemple, plutôt de dire qu'est-ce que c'est ça, les nounours, puisqu'on ne doit pas dire le nom, ou les abeilles, ou je sais pas, on peut mettre juste bestiole d'un point de vue plus global, et puis si vraiment on n'a qu'une ou deux catégories qui nous dérangent, on va se renseigner plus en détail auprès de ouais, alors il y a ça éventuellement, je suis pas bien sûr exactement c'est quoi dans la partie. Et tant pis, il vaut mieux spoiler un peu de la partie que de choquer quelqu'un parce que la partie se passera pas bien. Pour les lignes et les voiles, moi ce que je propose, c'est la technique du chapeau. C'est en gros, tout le monde fait des petits papiers pour mettre ses trucs, on met dans un chapeau, on mélange comme ça, on sait pas vraiment, après bon, c'est bien de pas essayer de faire de la graphologie pour détecter qui a mis quoi, mais en mode, et après on fait une liste commune, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a qu'une liste, d'un côté les lignes, d'un côté les voiles, et on fait des listes globales, comme ça on n'a pas forcément, c'est machin qui a choisi... on n'allait pas parler des ongles de pied, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, ça évite du coup de cibler les gens et ça peut aussi un peu dédramatiser ce qu'on livre.
Ouais. Effectivement. Pour la liste de content warning, une technique que j'ai appris en GN. En GN, ce qu'on faisait dans mon club, c'était qu'on faisait circuler la note d'intention et la liste des triggers et le questionnaire d'inscription sur à tous les membres du club. Et ce qu'on faisait, en fait, pour ne pas spoiler, parce que en GN, le spoil, ça peut être très important, c'est qu'on mettait tous les thèmes qu'on allait aborder dans la liste et qu'on rajoutait aussi plein d'autres thèmes qu'on n'allait pas aborder. Et si les gens avaient des doutes ou étaient dérangés par certains de ces thèmes, ils disaient moi je suis dérangé par ça, ça, ça et ça. Et après on regardait si ça collait ou pas. Et ils le disaient en privé bien sûr. Même si parfois il y a un mail ou deux qui sont passés sur toute la liste, bon, on la lit pas. Donc, voilà. Après, la liste, elle n'est pas exhaustive non plus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en partie et ce que les gens peuvent imaginer autour de la table. Et c'est d'autant plus important que ces listes de lignes et de voiles, après, elles soient visibles par tout le monde sur la table et pas que par le MJ parce que le ou la MJ contrôle son scénario et pas les actions des joueuses à la table. Donc, une fois que c'est sorti, si on n'a pas l'info et qu'on le dit après, ah bah oui, mais t'as dit ça, mais ça va pas le faire, tu vois. Là, t'as dit araignée, mais non, on va pas parler, on va dire nounours. Bah oui, mais du coup, entre-temps, ça a été dit. Donc, alors que si, bon, c'est à disposition de tout le monde, ça permet à tout le monde d'avoir en tête les sujets gênants. Tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression que alors les deux visent à des objectifs différents. Il y en a un qui va nous protéger durant la partie de ce qui peut arriver. Les trigger warning, content warning, on va plutôt être sur l'établissement du contrat social de la table. Ce qui permet, en fait, c'est hyper dur après 5 parties de dire en fait ça me plaît pas, je me casse de cette table, je vous aime plus, parce que c'est comme ça que ça peut être interprété. Et qu'en fait, plutôt de dire en fait je vais pas venir à cette partie d'avance parce que vous allez aborder des thèmes qui vont pas me plaire. Et donc finalement, les content warning, trigger warning vont nous permettre de poser les bases du contrat social et de réunir des gens autour de cette table virtuelle ou physique qui, ok, on est ok pour jouer ce type de jeu-là. Et ça, c'est hyper important. On parle souvent de session 0. On peut y consacrer à session 0 à créer des personnages ou des interactions avec les personnages. Je pense que établir le contrat social de la table, c'est aussi un élément essentiel. Et pour l'instant, on a parlé de contenu de la partie. RL, à un moment, tu as parlé des blagues. Je pense que l'attitude qu'on a entre nous, ça doit être abordé. Ce contrat social, il est là. Est-ce qu'on se permet de faire des blagues? Est-ce qu'on mange des chips gras? Est-ce qu'on fait du PVP? Est-ce qu'on fait des pauses? Est-ce qu'on fait des pauses? Est-ce qu'on joue du 2 heures ou est-ce qu'on joue du 4 heures? Tu vois, des choses comme ça. Moi, je sais que maintenant, je suis passé 3 heures, je supporte plus. On m'invite à une partie, on va faire que des sessions de 4 heures ou des sessions de 6 heures. Je vais dire, mais en fait, faites-le sans moi, au bout de 3 heures, je jouerai plus. Effectivement. Donc nous, on préfère s'appeler accord de groupe parce que c'est plus doux. Le contrat social, oui. Et beaucoup de gens, et je vais le redire parce que je l'ai déjà dit 2 fois, je pense, mais je vais le redire. C'est pas pour parce qu'on est des fragiles et nanani nanana, des sensibles qu'on fait ça. C'est en vrai s'assurer que tout le monde va dans la même direction, c'est s'assurer de passer un bon moment avec ces gens-là. Parce qu'au final, quand un truc se passe pas bien, c'est pas parce ça pète ta partie de toute façon. Donc je pense que c'est même pas une question de... C'est juste pour pouvoir s'assurer de passer un bon moment en fait. C'est effectivement bien dit. Je propose qu'on parle du contrat social plus à la fin de la partie et qu'on essaie de progresser dans l'ordre chronologique des... Mais oui, on reparle du contrat social tout à l'heure, pas de souci. Là où les lignes, les voiles, les content warning, les trigger warning, ils sont essentiels, c'est pas pour faire du jeu bisounours arc-en-ciel, c'est surtout quand on veut faire du jeu violent. Parce que c'est hyper intéressant de taper à fond sur les personnages, mais ce dont on doit s'être assuré, c'est que taper à fond sur les personnages, ce n'est pas taper sur les joueuses. Et ces outils nous servent à faire ça, à nous dire, on va pouvoir aller dans des choses dures pour les personnages, challengeantes pour les personnages, même au niveau psychologique. C'est le jeu qu'on a envie de mener, mais au moins on est sûr
que nous tous autour de la table, on s'est mis en sécurité et que ça va pas déborder. Enfin, en tout cas, on se donne des outils pour que ça ne déborde pas et pour le prévenir. Cela dit, là encore, c'est subjectif. Voilà, Nadège, je veux des petites anecdotes. Je vais donner une anecdote. J'ai un scénar jeunesse, donc accessible vraiment à partir de 6-8 ans. Et j'avais des amis adultes on était en convention, donc j'avais des amis adultes qui étaient là, genre connus du milieu. Et j'en ai perdu un qui m'a fait 5 minutes de PLS quand même, et je l'ai vu friser devant moi quand j'ai fait mon lâcher de petits lapinous roses. Et là, juste il s'est imaginé les petits lapinous roses courir comme ça dans la ville, et je l'ai perdu. Ça l'a choqué, vraiment, il s'attendait pas à ça. Et à la fin de la partie, elle fait non mais c'est trop barré, ça pique la gueule quoi. C'est con hein, mais c'est sans forcément rentrer dans de la violence. Des fois, juste ça peut être aussi là où tu t'y attends pas quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, en effet. Donc, les trigger content warning ou avertissements de contenu, parce que il y a des mots qui ont le don d'énerver les vieux rôlistes. Lorsque je dis X-card à mon parrain, il se braque, il n'y a plus moyen d'avoir une discussion constructive avec lui pendant les 2 prochaines heures. Trigger warning, ça fait partie aussi de ces mots. Donc, dire avertissement de contenu, si jamais vous jouez avec des gens qui sont un peu rétifs, ça peut, en donnant un autre nom à exactement la même chose, leur faire prendre conscience que finalement, c'est pas si méchant. Donc, les avertissements de contenu, les lignes et les voiles, je pense que c'est les 2 outils principaux avant la partie. Et il y a sans doute plein d'autres variations qui existent, et sans doute même des que je ne connais pas. Mais je pense qu'on peut passer à la suite et ce qu'on peut utiliser pendant la partie. Pendant la partie, tu voulais dire quelque chose? Non. Ok. Pendant la partie, l'outil principal que j'utilise moi, c'est le OK check. C'est juste un petit geste qui me permet de demander est-ce que tout va bien? Ce à quoi on pourrait me répondre oui, tout va bien, ou non, ça va pas, on va faire quelque chose. Et ça permet de savoir si c'est la joueuse ou le personnage qui est pas bien. Ça permet de s'assurer que le sujet ne dérange pas. Ça permet de s'assurer que peut-être que tu as besoin d'une pause cigarette. Là, j'en sais rien. Mais voilà. C'est assez pratique. Ça ne demande pas de parler. On peut le faire en smiley dans un chat. Il y a toujours un smiley comme ça aussi. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est un outil qui est sympa à adapter en fonction de ton jeu. Par exemple, sur le Moon Pub, en fait, on fait les phases de la lune en fonction de. Et ça peut aussi s'intégrer très bien dans le jeu, cet outil-là. Si tu l'adaptes un petit peu visuellement, il suffit juste de choisir les codes. En gros, c'est OK, bof, non. Tu as 3 codes à trouver et tu peux vraiment le personnaliser pour que ça reste dans l'ambiance et ça passe crème. Donc voilà, c'est Excuse-moi. effectivement assez pratique. Et finalement, c'est un outil de communication, tout simplement, avant d'être un outil de sécurité émotionnelle. Parce que quand on fait du JDR, finalement, on est des gens autour d'une table et on discute, on communique. Et c'est bien de faciliter la communication, surtout avec cette dualité dont tu parlais, joueuse-personnage, Arnaud. Un autre outil de communication que j'utilise beaucoup, c'est le signe HRP qui permet de dire non, là, c'est la joueuse qui parle, j'ai vraiment besoin qu'on arrête ce sujet. Ça marche aussi très bien comme signe, ou c'est la joueuse qui parle, j'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter? Attends, elle a un œil de 2 couleurs, quoi. Voilà. C'est 2 outils qui, en général, ne dérangent pas non plus les vieux rôlistes de mon expérience parce qu'ils s'appellent pas X-Card. C'est hyper intéressant que ce soit des outils visuels quand on est en train de parler, parce que ça permet de garder le flow de ce qu'on est en train de se raconter sans l'interrompre et d'utiliser finalement un de nos autres médiums, visuels ou écrits, qu'on n'est pas en train d'utiliser, pour poser une question et finalement ne pas couper l'immersion qui se passe sur un autre canal sensoriel. Et c'est hyper intéressant, tu vois, de ne pas arrêter ta narration en disant « Est-ce que tout le monde va bien ?» Même si ça, c'est important, enfin parfois il faut le faire, mais de pouvoir utiliser tout en continuant à faire ta description de la scène, de pouvoir faire le geste et ne pas interrompre l'immersion, c'est justement, ça contre la critique en disant que la sécurité émotionnelle, ça casse l'immersion. Non, ça peut être fait pendant qu'on est immergé, sans couper l'immersion. Je pense aux malvoyants aussi. Voilà. Ça peut passer par exemple par
des coups sur la table. Y a d'autres en fait choses qui permettent aussi de signaler sans forcément couper. Oui. Oui, il y a plein de choses. En général, quand je joue en distanciel, j'ai un chat à côté dans lequel on met justement ces smileys, comme ça, même si les gens n'ont pas leur caméra, tout le monde passe par le même canal pour communiquer ça. Il y a plein de façons de faire et l'important, là, on vous donne des outils qui nous semblent utiles, mais ils ne sont pas gravés dans le marbre. L'important, c'est d'avoir une palette dans laquelle on va pouvoir se servir et trouver ce qui est le plus adapté à sa table, finalement. Et comme je disais, ils sont adaptables aussi. Tout à fait. Ils sont Tout à fait. modulables. Et déclenchable par tout le monde. Oui, tout La à fait. responsabilité ne repose pas que sur les épaules de la meneuse. N'importe quelle joueuse autour de la table peut déclencher ça parce que parfois tu perçois ce qui se passe alors que d'autres personnes ne perçoivent pas. Tout à fait. Et c'est le hockey check, par exemple, ça se fait très bien de la joueuse vers la MJ ou même de la joueuse vers une autre joueuse. Et c'est le plus souvent comme ça que je l'utilise, en fait. Donc ça, c'est un outil. Un autre outil qu'on utilise pendant la partie, c'est l'IceCard, qui est un outil efficace, qui est probablement l'un des premiers outils de sécurité émotionnelle qui a été diffusé au grand public et qui est celui qui cristallise un peu les passions. L'IceCard, pour ceux qui auraient la chance de ne pas avoir eu tous les débats sur l'IceCard, c'est une carte avec un X sur la table et quand on la touche, ça permet de dire non, ça j'en veux pas dans le jeu. Et auquel cas, on retire le contenu du jeu et on continue comme si c'était rien passé, ou on s'arrête, on en discute et on recommence. Ce qui permet juste de dire que ça c'est non, c'est un veto. Alors c'est adaptable aussi, moi sur un jeu, j'appelais ça le symbole et en fait on peut choisir l'objet de son choix. Genre on peut mettre un doudou au milieu de la table si on a envie. On peut mettre une boîte de pastilles, enfin quelque chose qu'on a choisi. Ça évite de dire X-Card comme ça, les gens se détendent. Mais voilà, en vrai on peut utiliser n'importe quoi de symbolique. Pour représenter le bouton d'arrêt d'urgence. Pour moi, c'est vraiment l'IceCard un bouton d'arrêt d'urgence. C'est vraiment quand tout le reste a échoué, quoi. Exactement. Ce que j'utilise à ma table en général, c'est une version un petit peu améliorée de l'IceCard, à savoir que j'utilise des gestes, parce que voilà, j'ai pris un outil, je l'ai adapté. C'est pas moi qui l'ai adapté, c'est mon club de GN. Quand on est en GN, on peut pas avoir une carte posée au milieu de la table quand on est dans la forêt. Bref, ce que j'utilise, c'est un ensemble de gestes qui dit cut, avec le mot cut en anglais, qui est quelque chose qui ne va pas se ressortir dans la conversation en JDR en français en même temps. Cut qui permet d'arrêter la conversation, c'est l'équivalent d'une X-card. On va discuter, voir ce qui se passe, faire des câlins à la personne, manger du chocolat, faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. On va reparler de faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux après. Et puis, on pourra ou pas recommencer à jouer si tout va bien. Mais avant d'en arriver au cut, avant d'en arriver à la X-card, on peut dire là, ça commence à être un peu chaud pour moi, on peut se calmer et continuer à jouer tranquillement. Et ça, c'est ce que je fais avec Break, comme ça. Mais là encore, n'importe quel geste ou une carte différente sur la table, ça peut marcher très bien aussi. Après, on peut utiliser des carillons, des buzzers, enfin voilà, hein, faut pas hésiter à se faire plaisir, à sortir des outils qui sortent un peu du. Voilà. Tout à fait. Mais c'est important de dire qu'il n'y a pas que le bouton d'urgence, il y a aussi le bouton avant en disant là on est dans le orange, est-ce qu'on peut revenir dans le vert? Bon, ça règle pas la difficulté d'appeler ces boutons. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour que tout le monde autour de la table soit à l'aise d'utiliser ces éléments de jeu? Personnellement, je les rappelle en début de partie, ou j'essaye d'y penser, parce qu'on n'est jamais tous parfaits, mais j'essaye de penser à les rappeler en début de partie, même si des fois il y a des gens que ça saoule, tant pis pour eux. Il y a des... Et je fais des hockey check, ça aide. Et je donne des anecdotes où ça a servi, et des anecdotes où ça aurait pu servir. Et un dernier truc qui est très important à mon sens, c'est de rassurer les gens qu'on peut revenir dessus après et dire là, cette partie avec des chats, j'étais très mal à l'aise finalement. Et revenir dessus 3 semaines après et
c'est pas grave, on va pas t'en vouloir de ne pas les avoir utilisés non plus. On va pas dire non mais t'aurais dû là, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas t'engueuler parce que tu les as pas utilisés. Ce qui permet aussi de décrisper sur leur utilisation paradoxalement. Moi, j'essaie de les rendre sexy. Voilà. Non, mais ouais, j'essaie vraiment de trouver des choses qui s'adaptent à l'univers pour que justement ça permette de pas être trop. On sort complètement du jeu de façon violente aussi, parce que c'est une sortie de jeu. Ça permet de faire une sortie de jeu qui reste un peu dans le contexte et qui permet de faire une transition un peu plus douce. Oui, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres outils de sécurité émotionnelle que vous utilisez pendant la partie ou d'autres que vous connaissez mais que vous n'utilisez pas? J'ai le coup de pied aux fesses, mais je pense pas que ça compte. Désolée. Alors, il y en Le a, coin. il y en a- Le coin. Toi, tu vas au coin. Non, t'en as fait trop. Tu vas au coin. Oui, Alors, il y en a un, on n'aimerait jamais y arriver, mais il faut pas hésiter à arrêter, à partir d'une partie si ça continue et que rien ne s'arrête et que ça nous met vraiment en PLS. À un moment, faut se protéger. Faut aller dans une autre pièce, faut dire mais là moi j'arrête. Continuez, mais faites sans moi. Enfin voilà, à un moment il faut faut se protéger quoi. tout à fait. On en parlera Tout à après, fait. mais en vrai, mon histoire de coup de pied aux fesses, mais l'exclusion d'une personne qui met tout le monde mal à l'aise, c'est très cruel, mais des fois c'est salvateur aussi. C'est bien quand c'est pas juste la meneuse ou le meneur qui prend la décision, mais que globalement, et là, on en reparlera, mais la communication non violente, ça peut être aussi une façon de formuler la chose de façon pas trop violente pour la personne qui va le recevoir aussi. Hein. Pas lui dire casse-toi, t'es con. Euh, mais essayer d'expliquer que là, vraiment, c'est rude pour nous. On passe pas un bon moment, c'est compliqué. Et pas de lui dire c'est ta faute, t'es vraiment qu'un gros. Voilà. Et de le formuler vis-à-vis de soi en disant non, ça se passe pas bien. Écoute, alors je sais pas pour toi, mais pour nous, ça se passe pas bien, quoi. Effectivement. C'est marrant parce qu'il y a une partie comme ça, je nous soupçonne de nous être laissé TPK pour pouvoir vraiment stopper la partie et repartir avec 4 des 5 personnes présentes, mais sans reproposer à la personne qui nous mettait mal sur cette campagne-là. Et tu vois, c'est presque, on s'est pas battu pour une fois à Donjon, on s'est pas battu pour ressusciter les personnes. Après, c'est pas forcément. Enfin, faut le voir aussi, pas forcément comme t'es une mauvaise personne va-t'en, Non. mais comme la façon dont tu joues ne s'accorde pas avec la nôtre, C'est ça, tout simplement, c'est parce ça. que ça s'accorde peut-être très bien avec d'autres personnes. C'est jusque-là, sur le groupe, ça ne colle pas. Ouais, Donc c'est pour ça qu'il faut exactement ça. l'annoncer de façon douce en disant c'est par rapport à nous que ça ne va pas et pas parce que c'est toi qui es quelqu'un de pas bien, quoi. Mais non, Après, bon, c'est tu des peux être choses quelqu'un de pas bien, relatives. mais- Tout à fait. Il y C'est des a- choses extrêmement relatives et pas du tout des absolus. Et justement, ça c'est hyper important. Alors hop, on revient un peu en avant, désolé, en arrière, pardon. Mais sécu émotionnel, on est sur des choses relatives, sur des choses vécues, ressenties, et pas sur des absolus et des vérités. Donc on ne peut jamais à aucun moment dire tu as raison ou tu as tort. Et il n'y a pas besoin de se justifier. Mm. Lorsqu'on dit non, je ne veux pas qu'on parle de muffins dans ce jeu, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Et Par contre, je donc, ouais, dirais c'est quelque chose que j'entends souvent. Ouais, si tu mets la X-card sans expliquer pourquoi, on va pas savoir quoi faire. Alors, il faut dire le strict minimum quand même. Genre, mon problème, c'est les muffins. Histoire qu'on sache du coup sur quel pied danser pour repartir derrière. Mais t'as pas besoin de justifier pourquoi t'as un problème avec les muffins. Voilà. tout à fait. Plus précisé. Il y a d'autres outils de sécurité émotionnelle qu'on utilise en vrai. Par exemple, la pause, c'est, comme disait Benoît un peu plus tôt dans le chat, c'est un outil de sécurité émotionnelle. La partie a été intense. Là, on vient d'avoir un gros événement. On va juste prendre 5 ou 10 minutes pour souffler et on revient dans 10 minutes et on recommence à jouer. C'est vachement bien pour repartir du bon pied. Et du coup, là, sur Catharsis, moi, j'ai prévu de les inclure directement dans les scénarios. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments clés, des articulations scénaristiques. Et donc, j'ai prévu de mettre, du coup, des petits symboles à chaque fois qu'on finit un arc du scénario.
cet endroit-là, c'est un endroit qui est adapté pour faire une pause et en mettre plusieurs. Comme ça permet aussi de guider pour les gens qui savent pas quand proposer une pause, qui savent pas vraiment quand s'arrêter. Au moins, c'est indiqué dans le scénario. Tout à fait. Un autre outil que moi je n'utilise pas, mais qui est plutôt pas mal, c'est les changements de script. Merci Benoît. C'est plusieurs cartes qui sont posées sur la table et qui permettent de faire finalement comme un film ou comme le cinéma, pause, on retourne en arrière, on change le script, on repart, et qui permettent donc de combiner ces différents éléments pour être à l'aise avec l'histoire. Je ne l'ai jamais utilisé moi-même parce que je suis satisfaite des outils que j'utilise à ma table, donc je ne saurais pas vous en dire plus, mais c'est un outil dont j'ai entendu beaucoup de bien. Un autre outil qui est, là on en parlait un petit peu sans le nommer, finalement, c'est la porte ouverte. À savoir ce que tu disais, Erel. Là, la scène était trop dure pour moi, j'ai mute, je suis revenue plus tard quand ils avaient fini la scène. J'ai fait ça aussi une fois sur une scène d'abattoir, ce qui ne faisait absolument pas partie de ma liste. Hein. Mais voilà, maintenant je sais, les descriptions très réalistes d'abattoir, c'est un petit peu trop pour moi. Là aussi, j'ai juste mute et j'ai attendu que ça passe et on m'a dit quand c'était parti. La porte ouverte, donc, c'est dire si jamais à un moment vous avez besoin de partir, vous pouvez. La porte ouverte, ce n'est pas dire si jamais quelque chose te dérange, casse-toi, tu nous saoules. La porte ouverte, c'est dire si jamais tu ne veux pas interrompre le jeu des autres, tu peux juste te mettre un peu en retrait le temps que ça passe. Mais tu as le droit d'interrompre le jeu des autres aussi. Donc personne t'en voudra non plus. Ce qui est à mon sens une nuance très importante à faire et une méconception aussi un reproche qu'on fait assez souvent à cet outil parce qu'on ne le comprend pas toujours. Est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels vous pensez? Après, moi, ça me fait pas mal penser au secours émotionnel derrière sur plusieurs points que tu as dit là, sur plusieurs des outils que tu as évoqués. Donc, très bien. Je sais pas si on peut passer dessus maintenant ou pas. On passe dessus, oui. Ouais. Le secours émotionnel, Erel, ça c'est plus ton rayon que le mien. Je suis un petit peu démunie j'arrive à la partie secours émotionnel, donc je vais te laisser la parole. Donc moi en fait j'ai commencé à faire des ateliers de communication non violente pour le jeu de rôle puisque j'écrivais un jeu non violent, ça m'a intéressé et en fait j'ai appris des outils pour la vie. Et ces outils m'ont pas mal inspiré sur certains points, notamment l'utilisation de la X-Card ou même la porte ouverte. Je pense que avant de reprendre une partie, après avoir utilisé ce genre d'outils, c'est important de passer par une phase de secours émotionnel. Quand on est dans une table suffisamment bienveillante pour recevoir du secours émotionnel des gens qui sont avec nous, c'est bien, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, sur la porte ouverte, si tu t'isoles toi pour t'écarter d'une scène sans déranger les autres, tu es seul avec ton problème. À la base, je me suis escardée, je l'avais écrit pour le jeu de rôle solo, parce qu'on oublie aussi, mais dans le jeu de rôle solo, on peut utiliser ces outils de sécurité émotionnelle. C'est pas parce qu'on joue tout seul avec soi-même qu'on peut pas se faire des mauvaises blagues. Et des fois, on se retrouve au pied du mur on a écrit une scène de ouf et on fait, mais un peu comme un cauchemar. C'est notre cerveau qui l'a généré ça. Hein. On se réveille, on n'est pas bien. Et je me dis, non, mais il faut pas qu'on reste comme ça, en fait. Faut pas qu'on reste dans son caca, à patauger avec son mal-être. Et du coup, je trouvais que la communication non violente, c'est un outil qui se prête très bien pour venir s'insérer avant une reprise de jeu, en l'occurrence. Je pense que tu as posé ta X-Card, tout le monde a fait OK, on change la scène, mais en attendant, le problème émotionnel, lui, il n'a pas été traité. Ce qu'on traite, c'est ce qui se passe sur la partie. Donc, enchaîner directement, je trouve que c'est pas une bonne idée, et je pense que c'est bien aussi. Alors, sans forcément couper la partie, je me suis X-Cardée étant écrit pour du jeu de rôle solo, en fait, on peut l'utiliser seul. Mais après, en discutant avec certaines personnes, je me suis dit que oui, peut-être aussi proposer des outils pour les meneurs, les meneuses, qui se retrouvent face à quelqu'un et qui n'ont pas forcément, eux, des outils pour réagir face à une détresse. Et puis, il y a plein de façons différentes. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir besoin de rester seules. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de soutien, voire de soutien physique. Hein, pourquoi pas, hein, qu'on les prenne dans les bras ou autre, et d'autres qui vont détester ça. Donc, c'est vrai que
ça pourrait être bien aussi de guider un peu les gens autour de ça. Mais pour moi, on peut pas reprendre une partie, genre remonter en selle sans avoir pensé ses plaies, quoi. Quand on est tombé de cheval, on va d'abord se soigner et ensuite, quand on s'est soigné, on peut remonter dessus. Donc voilà, ça me semble important de prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous, de se demander quels sont les sentiments qu'on a ressentis à ce moment-là, qu'est-ce qui a provoqué ces sentiments, de quoi on aurait eu besoin à ce moment-là, les basiques de la communication non violente, observation, sentiment, besoin. Et éventuellement, quand on a fait le tri avec ça, on peut revenir vers les autres et faire une demande. Est-ce qu'il serait possible de refaire cette scène différemment? Est-ce qu'il serait possible de faire comme si cette scène, en fait, on l'a pas jouée? Donc les outils qu'on évoquait juste avant. Est-ce que je peux revenir jouer avec vous? Toutes ces choses-là, on peut les faire plus facilement quand on a eu le temps de se mettre au clair avec soi et d'avoir calmé ses sentiments. Je suis d'accord. C'est pas un processus qui est évident, c'est pas un processus qui est forcément intuitif. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du contenu de Je me suis escardée, que j'ai mis dans le chat le lien vers ta ressource qui Ok. est Alors pour le coup, c'est vraiment de l'initiation pure et dure, hein, c'est pas de la communication non violente. Vous n'allez pas apprendre la communication non violente avec ça, hein. Mais ça permet de comprendre que quand on utilise un outil de sécurité émotionnelle, alors pas ceux qui sont forcément en amont de partie, mais en cours de partie, c'est que quelque chose va mal. Et ce quelque chose qui va mal, il faut en tenir compte, pas uniquement dans la partie, mais en tant qu'individu aussi. On est des personnes, on les ressent, ces choses-là. Et donc, ça donne une petite piste avec donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'on appelle OSB, observation, sentiment, besoin, pour prendre un temps pour soi. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 15 minutes. C'est généralement assez rapide, en fait. Donc, ça coupe pas forcément la partie très longtemps. Ce qui est intéressant aussi. Et je donne quelques pistes sur quoi faire une fois qu'on a trouvé le besoin. Par exemple, on vient de voir une scène très dure ou très violente, et en fait, moi là, j'aurais besoin de légèreté, quoi. Et de proposer aux gens de, par exemple, s'imaginer une scène qui leur a apporté dans leur passé, une scène de la légèreté. Moi, je me rappelle, sur cette partie-là, on était allé faire ça, etc. Et du coup, ce besoin qui vient de se faire broyer par la scène super violente se retrouve un petit peu remontée. Ça permet d'apaiser, en fait. Puis juste de s'écouter, prendre le temps de se donner de l'empathie, de se dire ouais, là franchement c'était dur, quoi. Juste accepter soi-même, accueillir soi-même que là c'était dur. Déjà ça permet de faire redescendre les choses. Donc voilà, c'est pour l'instant un premier outil, peut-être que j'en développerai d'autres. On avait regardé un petit peu avec Nadège s'il y avait d'autres outils de secours émotionnel qui existaient. On n'a pas trouvé. Si les gens qui nous entendent en connaissent d'autres, surtout n'hésitez pas à les partager. Parce que pour moi, reprendre une partie après un arrêt de jeu direct sans prendre le temps de prendre soin de soi, Tout à ou de fait. prendre soin de l'autre quand c'est une autre personne à la table, ça peut pas marcher, quoi. Je pense que c'est aussi important, c'est important de signaler que oui, on peut faire des choses soi-même pour se remettre bien, mais les autres personnes autour de la table sont aussi responsables du bien-être de leur partenaire de jeu. Et on ne sait pas forcément tout faire, mais ne serait-ce que oui, d'aller voir la personne, de lui parler, voilà, est-ce que tu veux discuter? Est-ce que tu peux discuter? Est-ce que tu veux un verre d'eau? Est-ce que tu veux bref, ce qu'on ferait avec quelqu'un qui va pas bien, dans la vie de tous les jours. En fait, c'est pas parce qu'on est en train de jouer qu'on doit arrêter tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour s'occuper des gens autour de nous, quand ils vont pas bien. Et ça, c'est peut-être voilà, c'est aussi un conseil. On fait ce qu'on fait avec les êtres humains qui nous entourent, quand on prend soin d'eux, et quand on s'en rend compte. Bien sûr, si on s'en rend pas compte, c'est plus difficile, mais voilà, quelqu'un qui est parti d'une partie, c'est difficile de pas s'en rendre compte. J'ai un autre outil qui s'appelle le bingo des habitudes d'écoute qui peut être utile. Pour l'instant, moi, celui-là est là. Sur justement, quand on est une personne qui veut venir en aide et se mettre en empathie avec une autre personne qui a une difficulté, les habitudes d'écoute, c'est pas forcément que ça soit mauvais en soi, mais c'est des conditionnements qu'on a.
où au final on se met pas vraiment en empathie avec l'autre. Dans les réactions typiques, la personne se sent pas bien, on dit bah oui mais aussi t'aurais dû le dire avant. On la culpabilise par exemple. Y a plein de choses comme ça qu'on a l'habitude de faire et qui peuvent juste aggraver le problème. Donc les habitudes d'écoute, ça peut être donc c'est un petit bingo. Je l'avais fait sous forme de bingo parce que comme ça permet d'avoir visuellement. On peut même le mettre en carte sur la table visuellement les trucs qui peuvent provoquer ou susciter des réactions qui n'étaient pas vraiment celles escomptées. Mais voilà, les habitudes d'écoute aussi, faire attention quand on veut venir en aide à quelqu'un, parce que des fois, on se rend pas compte. Mais en fait, on n'est pas en train de l'aider du tout à cause de ça. Et éviter les jugements, les interprétations, le théâtre mental. Ah, pourquoi elle va pas bien? Ouais, mais c'est parce que... Non, demande à la personne avant de dire c'est parce que. C'est pas toi qui c'est pas toi qui est dans sa tête, c'est pas toi qui est dans son cœur. Donc, avant de dire ah bah oui, mais c'est parce que machin a dit. Et un autre truc que je fais quand le problème vient, alors là c'est plus un outil de modération à la base, mais quand le problème vient d'une tierce personne, c'est-à-dire une personne qui a blessé quelqu'un sur la table. Ça peut arriver, quelqu'un a fait quelque chose sur la table qui a fait de la peine à quelqu'un d'autre, ça peut même arriver en hors-jeu. On n'y pense pas forcément, mais demander aux deux parties, est-ce que ça va? Comment tu te sens? Oui. Parce que des fois, on se rend pas compte, on voit la personne blessée qui part en pleurant, et donc on se dit, là, on va parler en gros, hein, c'est la victime. Et donc l'autre, c'est le coupable. Voilà. Et en fait, des fois, le coupable, c'est quelqu'un qui a dit quelque chose de travers en réaction à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que de son côté aussi, il y a eu une stimulation. Et on se rend pas forcément compte parce qu'on va voir surtout la personne la plus blessée des deux. Ou celle qui va réagir avec le plus de fragilité. Ou même c'était un accident et la personne se sent très Oui. mal d'avoir blessé quelqu'un, ça arrive aussi. Et effectivement, c'est important. Moi, mon protocole, quand quelqu'un ne va pas bien en JDR, première chose que j'essaie de le faire, c'est de la prendre à part pour en discuter calmement, lui demander de quoi il a besoin. J'ai toujours une trousse de premier secours sur moi dans laquelle ce dont je me sers de plus, c'est la tablette de chocolat. Donc j'ai toujours du chocolat sur moi, je lui propose un câlin si elle en a besoin, un coussin ou quelque chose. Et on discute de ce qu'on peut faire pour changer les choses, pour améliorer les choses, et on discute aussi d'autres choses pour se changer les idées. C'est mon protocole, c'est peut-être pas le plus efficace, mais voilà, c'est ce que je fais. J'étais en train de réfléchir, donc je suis pas versé dans le jeu de rôle à la sécurité émotionnelle, enfin au secours émotionnel, mais je pense que j'aurais tendance à aller vers les outils qu'on m'apprend pour faire un bon manager. En fait, il y a plein d'outils de la vraie vie qu'on t'apprend pour faire des choses comme ça, et notamment le management actuel, on t'apprend énormément de choses pour ne pas nier ce que ressentent les gens. Donc, permettre à une personne d'exprimer ce qu'elle a ressenti et acquiescer sur le ressenti. Tu ne peux pas nier un ressenti, c'est personnel. Essayer de comprendre ce qui a déclenché, comme tu disais, observer, comprendre ce qui a déclenché, voir ce qu'on peut y changer. Qu'est-ce que tu voudrais changer? En fait, finalement, on est proche de, et je pense que dans la vie de tous les jours, on a peut-être des choses qui nous sont apprises, qu'on peut utiliser. Moi, je pense que j'irai vers les outils qu'on m'apprend en tant que manager, assez naturellement. Et nier, c'est dans les habitudes d'écoute. Hein. Finalement, le JDR, ça reste de la vraie vie. Et il n'y a pas de raison, comme tu disais Arnaud, d'arrêter d'être un être humain décent parce qu'on est en JDR. On joue avec des vrais gens en même temps, donc... C'est dingue, enfin, quand même. vraiment. Certains, je sais pas, ils jouent peut-être avec des IA ou des... Ouais, ça reste finalement la sécurité émotionnelle, on en revient toujours là, c'est avant tout de la communication. Parce qu'on est venu pour passer un bon moment et qu'on a tous envie que ça se passe bien. Il nous reste un petit peu plus d'une demi-heure. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur les outils de secours On émotionnel? n'était pas revenu sur les accords de groupe. Oui, tout à fait. Mais je Je voulais sais pas, savoir si Renaud, vous avez si tu fini voulais. le secours émotionnel. Oui. Enfin, pour moi, oui. Accord de groupe, non, je crois qu'on avait fait le tour.
Il y a encore plein de C'est... choses à dire. Pardon? Il y a encore plein de choses à dire. Ouais, enfin, on a fait un bon tour. C'est quelque chose qu'on fait peu, finalement. Parce que on arrive avec en tout cas, j'ai l'impression en jeu de rôle, avec sa manière de jouer et on la présuppose universelle. Exemple, des gros exemples, moi, que j'ai, c'est celui du PVP. En tant que meneur, j'adore le PVP autour de la table. Par contre, on sait que le PVP, c'est quelque chose qui peut déborder en JVJ. Et donc, ça doit être encadré, ça doit être. Est-ce qu'on est d'accord? Et si quelqu'un dit je veux pas de PVP, bah je veux pas de PVP, ok, on va pas en faire. Et c'est dans la tête de tout le monde. Tu Enfin voilà. peux donner les acronymes, s'il te plaît, pour les vieux? Ouais. PVP, c'est du perso versus perso, on va dire. Donc les personnages au sein du groupe peuvent être antagonistes. C'est pas que PJ contre PNJ, ça peut être parfois PJ contre PJ. On a des objectifs différents. Ça ne veut pas dire qu'on va se lancer dans un duel à mort, forcément. On Ah peut bah mettre des parfois on limites s'assassine, au hein. PVP. Parfois, on s'assassine. Parfois Et on parfois, on peut s'assassine. dire d'accord pour le PVP, mais on s'assassine pas. Voilà. JVJ, c'était un acronyme inventé à la volée pour non pas faire du personnage versus personnage, mais du joueuse versus joueuse. Donc finalement, D'accord. la dérive dans la vraie vie, quand de l'antagonisme entre deux personnages qui dérive en un antagonisme entre deux êtres humains. Ce qui est à éviter, hein, parce que c'est des êtres humains en face. Et en général, si on joue ensemble, c'est qu'on est amis, donc c'est un peu dommage. Donc oui, les accords de groupe, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Et je sais que ma première grosse campagne dans laquelle je me suis lancée a explosé en vol pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, une des raisons principales, c'était que j'avais 9 joueuses à la table, en 2 groupes, et après, il devait y avoir un gros crossover à la fin de la campagne. C'était vraiment un gros truc. Et sauf que sur les 9 joueuses, en fait, j'ai refait la liste depuis, ils attendaient 9 choses différentes de la partie. Et ça pouvait pas bien se passer. À un moment, forcément, il y avait des gens frustrés. Moi, la première. Parce que moi aussi, j'attendais des choses de la partie qui ne sont jamais arrivées. Après, il y a Donc, plusieurs éléments. Ah, pardon, t'as pas fini. Vas-y. Non, mais parce que là, tu vois, tu parles des attentes. Et en fait, les attentes, ça peut être des attentes par rapport au scénario. Ça peut être des attentes par rapport au comportement des joueuses. Ça peut être des attentes par rapport à la qualité du jeu. Alors, la qualité, pas dans le sens mieux, etc., mais dans exactement la façon dont on a envie de jouer. Si on veut faire du trait narratif, ou si on veut faire des jets de dés, ou des choses comme ça. Donc, en fait, ça peut, ça peut aussi prendre en compte des tas d'éléments très différents. Donc en plus, si tu dis que Oui. sur les 9 personnes, il y avait des attentes différentes sur tous ces éléments-là, ça fait Oui, beaucoup. c'était voilà. Moi, je voulais un jeu épique. Je voulais refaire le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'était pas l'univers du Seigneur des Anneaux, mais c'était ça. En face, j'en avais un. Lui, il voulait jouer à Noël Buck. On jouait à Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, sa grande force, c'est que tu peux faire les deux. Sa grande faiblesse, c'est que tu sais pas ce que tu fais. Et c'est quand même gênant. Mais ouais, un des points, parfois on oublie de. Tu vois, on se dit, on va. Alors, quand on prend des jeux très typés, l'expérience ludique que va amener le jeu, elle est à peu près sentie. Mais on a quand même des systèmes de jeu qui nous permettent de faire plusieurs types d'expériences ludiques. Et entre est-ce qu'on va être sur une expérience narrative ou est-ce qu'on va être sur une expérience tactique, c'est des choses qu'on doit se dire. Parce que il y a du vrai plaisir de jeu. J'ai eu une situation il y a 2 semaines, donc c'est une partie tactique. Ok, on est aligné pour le jouer et on sort de la table extrêmement frustré, que ce soit les joueurs, que ce soit le meneur, et parce qu'on s'est retrouvé face à un problème du jeu tactique, c'est qu'il te garantit pas le plaisir du meneur quand les joueurs roulent sur le meneur, et il ne garantit pas le plaisir des joueurs quand le meneur roule sur les joueurs. Et c'est des problèmes en fait qui se posent dans le cadre de cet accord de jeu sur du tactique.
Et si en plus tu as des gens qui préfèrent faire du narratif, ça peut créer des vraies grandes frustrations de jeu qui sont pour moi, alors on ne les met pas forcément toujours dans la sécurité émotionnelle parce qu'on y voit l'urgence, mais comme on a dit en introduction, la sécurité émotionnelle, c'est ce qui te permet de garantir qu'il y a du plaisir à la table. Donc moi, je le mettrais quand même dans la sécurité émotionnelle, ces frustrations-là, qui sont pas Clairement. majeures, tu vas pas t'endormir dessus, mais petit à petit, tu vas plus avoir envie de venir à cette partie. Mais après, des gens qui aiment jouer, genre en mode on est à fond, on a des bières et des pizzas, et puis je sais pas, toi, t'as envie de jouer avec ton pilou, ta petite couverture et ta tisane, on va en mode chill, enfin, on va pas jouer les mêmes choses du tout, quoi. Donc, même ça, même l'ambiance de la partie, comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, même ça rentre dans le contrat social, quoi. Tout à fait. Finalement, on parlait aussi des problèmes sociaux autour de la table. Il y a beaucoup d'outils de sécurité émotionnelle qui vont servir finalement à encadrer, enfin beaucoup d'outils, quelques outils qui peuvent servir à encadrer tout ça, à discuter entre personnes quand il y a quelque chose qui se passe mal et qui ne font pas partie du jeu à proprement parler, au contraire des outils précédents. En particulier, je pense au débriefing que j'essaye de faire toujours à la fin de chaque partie. C'est quelque chose qui me vient là encore du GN. Forcément, le GN nordique, on est à fond dans son personnage pendant 12 heures, 24 heures, 36 heures d'affilée. Quand on sort de là, on a besoin d'un sas de décompression. Mais finalement, en JDR, même si on a joué que 2 heures, on a aussi besoin d'un petit sas de décompression. Et pouvoir dire ce qu'on a aimé pendant la partie, pouvoir dire éventuellement ce qui a coincé pendant la partie, ce qu'on aurait pu faire différemment. Répéter au MJ qui a fait un super boulot, qu'il a fait un super boulot. Ce genre de choses, ça me paraît très très important. Prendre 5-10 minutes à la fin de la partie pour juste discuter en HRP du jeu. Mais exprimer sa gratitude aux gens, c'est toujours très très bien. D'une manière générale, aux orgas de la convention, Au hasard. à maman qui a fait les petits fours pour qu'on grignote, tout le monde. À la joueuse qui a fait une super scène et qu'on a trouvé ça trop cool et qu'on a eu vachement de plaisir à l'entendre. Exprimer sa gratitude, ça fait jamais de mal à personne. Tout à fait. C'était quelque chose qui ne se passait pas du tout sur cette campagne qui explosait en vol. C'était aussi un des problèmes qui ont fait que ça a explosé. Et pourtant, c'était pas faute d'essayer de les faire débriefer. Donc il faut se mettre d'accord et définir au début ce qu'on fait dans un débrief. Mais ouais, bien préciser qu'un débrief, c'est pas juste le bureau des plaintes, quoi. Oui. C'est aussi bien que ça soit un endroit pour dire qu'on a été content et qu'on a passé un bon moment. Voilà. Clairement. Non mais j'en ai vu qui confondent un peu. Sur les tests de jeu surtout. Oui, alors là, ce jeu-là, il faudrait que tu le refasses comme si tu faisais des critiques pendant une demi-heure et toi tu fais fou. Qu'est-ce que tu fais, toi, Irène, en débrief? Parce que je sais qu'avec Arnaud, comme on joue presque toujours ensemble, on a à peu près le même débrief, fatalement. Mais toi? Aux toilettes. Non, en vrai j'ai rarement l'occasion de faire des débriefs en dehors des débriefs techniques de game design, en fait. D'accord. Principalement, les parties où je joue maintenant, c'est que ce soit les miens ou ceux des autres, ce sont que des parties de crash ou de bêta-test. Donc c'est l'occasion de voir ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans le game design. Donc on est un peu toujours les mêmes à jouer. Après, voilà, il y a aussi une question de goût, c'est être conscient de ses goûts. Mais oui, la plupart du temps maintenant, c'est surtout du débrief de travail. Très bien. Un truc qui me paraît assez important dans le débriefing, pour justement ce côté sas de décompression, alors c'est un peu personnel, c'est encore une fois parce que je viens du GN, mais c'est de bien séparer la joueuse et son personnage. Et pendant la partie, on a parlé du personnage à la première personne, ou pas. Pendant le débriefing, c'est important de parler des personnages à la troisième personne, je pense. Pour pouvoir dire, voilà, ma personnage était frustrée par ça. Moi, j'ai adoré. Ou l'inverse, d'ailleurs. Et dans le débriefing, donc la troisième personne, ouais, je la trouve intéressante. De revenir aussi d'être force, enfin finalement d'avoir son analyse de sa manière de jouer et de dire à tel moment j'ai fait ça,
est-ce que je vous ai emmené à un endroit où vous ne vouliez pas forcément aller? Bah écoute, j'étais le rogue, j'ai décidé de faire les poches du bourgmestre. Je vous ai pas laissé trop le choix. Est-ce que ça vous allait? Est-ce que ça vous allait pas? Donc on peut aussi questionner sa propre pratique. On n'est pas tout le temps là pour débriefer la meneuse en disant c'est elle l'organisatrice, c'est elle qui doit être parfaite. Non, c'est aussi le moment où on fait son auto-analyse. Voilà, moi j'ai fait ça, est-ce que ça vous a plu? Là, j'ai essayé de décrire telle action en plein cœur du combat, ça ralentit un peu, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas? C'est aussi un grand moment de progrès personnel pour chacun. Et finalement, poser des questions sur sa pratique, c'est très très rare quand tu poses une question en disant est-ce que ça vous a convenu, que quelqu'un te dise t'es un gros con, c'était n'importe quoi. On va plutôt avoir des réactions qui sont extrêmement positives. C'était pas mal. Enfin, tu vois, même là, tu vois, c'est de la grosse critique. Hein, c'était pas mal. Mais voilà, c'est aussi un outil pour soi. Et ça permet d'aborder les thèmes, de revenir sur les thèmes, de se requinquer tous, surtout si quelqu'un a eu des frustrations, et de sortir du personnage. Sas de décompression, on pourrait l'appeler, où on refait la partie. Et je pense que ça fait depuis tout le temps qu'on refait les parties de jeux de rôle après. On reparle de ce qu'on a adoré, des passages qui étaient fantastiques. Oui. Non, mais après, ça, c'est les débriefs de vieux croulants, c'est les débriefs qui durent sur 10, 20 ans. Et tu te rappelles la fois où ton Oh là là. Ouais. Et il y a aussi autre chose autour de la table qui est important pour la sécurité émotionnelle. Et ça, c'est une thématique à laquelle je suis très souvent confrontée parce qu'il se trouve que je joue avec le groupe d'Arnaud très souvent, ou même avec des gens en convention. Et en général, quand je viens jouer, je suis la petite jeune. Et aussi, généralement, je suis la fille. Et finalement, il y a ce genre de différence. Et moi, ce qui me touche, c'est la différence d'âge et la différence de genre. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui peuvent être touchés par plein d'autres types de différences. Quand je suis autour de la table, j'ai pas envie qu'on me le rappelle en permanence que ah oui, ça t'as pas la ref. Alors déjà, si, et ensuite on s'en fout. Ou que voilà, forcément, toi, t'es la fille, donc c'est toi qui vas jouer la pétasse, ou c'est toi qui vas jouer l'elfe, l'elfette, voilà. Alors que je joue très bien la pétasse. Je confirme. Mais voilà, c'est aussi ce genre de choses à laquelle je pense qu'il faut faire attention autour d'une partie, parce que c'est pas forcément évident. Quand on m'explique une référence, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est juste que le monde du JDR, ça fonctionne à l'ancienneté. Quand on se présente, on dit ah ben moi j'ai commencé en 1850 avec la boîte verte de Tunnel et Troll et ça c'était le bon temps quand même. Hein. C'est moi j'ai commencé le JDR il y a 3 ans. Bon, bah ça m'empêche pas de faire 200 parties par an et c'est pas grave. C'est juste que parfois c'est difficile de se sentir légitime autour d'une table. Alors qu'on s'en fout de se sentir légitime. On est là pour s'amuser, non? Je voudrais... Oui, vas-y. Ouais, il y a une question d'Erwick dans le chat qui ressemble un peu, je pense qu'on peut l'aborder avec ta thématique, c'est pourquoi est-ce que ces outils font peur selon vous? Moi, je pense que c'est parce que ça remet en cause des habitudes de jeu et ça nécessite de se questionner sur ce qu'on a toujours fait d'une certaine manière. Donc, je pense que ça fait plus peur aux vieux et aux vieilles rôlistes qui ont des pratiques très ancrées depuis pas mal de temps, qui se définissent en tant que rôlistes avec une certaine manière de jouer et qui doivent questionner ces manières de jouer. Et ça, quand on questionne sa manière de jouer, quand on a 3 ans de jeu de rôle, c'est, je pense, un peu plus facile que quand on en a 30, quand on en a 40. Et c'est peut-être pour ça que c'est parce que c'est nouveau. Je pense que ces outils font peur parce qu'on en a un peu toujours fait de la sécurité émotionnelle, c'est très humain, mais ces outils nécessitent de questionner notre manière de jouer, la manière dont on organise des parties. Et ça fait 30 ans qu'on joue comme ça. C'est plus difficile, je pense. Et c'est ça qui fait peur. Tu me tends une perche sur ce que j'allais dire, en fait. Je repensais à l'histoire d'autocensure que Nadège évoquait au début et que moi j'ai un peu exemplé à un moment, ce moment où en fait tu te censures d'utiliser un outil de sécurité émotionnelle
Et justement, je pense que tout ça, c'est des histoires de conditionnement, et c'est très difficile pour quelqu'un de dire « Allez, si, vas-y ». Mais au contraire, je pense que plus ces outils seront présents, banalisés, utilisés, et que ce sera normal de les voir sortir, voire même abuser, tant pis, et de voir que ça passe et que personne ne t'arrache la tête parce que tu as mis X-Card. Et plus tu seras en confiance aussi pour les utiliser. Moins tu auras peur et donc moins tu seras dans l'autocensure de recourir à ces outils. Parce qu'ils vont Tout à fait. s'intégrer dans le paysage. Un autre élément, à mon sens, qui me fait penser que les gens se braquent parfois, c'est que lorsqu'ils ont vu la X-Card la première fois, ce qu'ils ont compris, c'est mes joueurs ont le droit de veto, et si jamais je tue leur personnage, et ben ils ont le droit de veto, et si jamais je fais du mal à leur personnage, ils ont le droit de veto, et finalement il va plus rien se passer de fun à la table. Et c'est un point de vue qui effectivement se comprend lorsqu'on vient d'un côté très simulationniste du JDR, à savoir que le but ça va être d'accumuler le maximum de points de vie, d'XP, d'or, etc. Lorsqu'on est dans une approche un peu plus narrative, et finalement j'ai l'impression que le JDR, qu'il y a de plus en plus de JDR narratifs lorsqu'on vient de ce côté-là, ce qui est plus fréquent lorsqu'on est un peu plus jeune, c'est au contraire en fait. On va faire du drama, on va mettre des ennuis à notre personnage. Et moi, si jamais tu me laisses la possibilité, je vais mettre des ennuis à mon personnage toute seule. Je sais que Arnaud, une fois, il a mis son personnage en prison tout seul comme un grand. Finalement, je pense que c'est aussi un paradigme de MJ contre joueur ou MJ avec les joueuses. Si le MJ est contre les joueurs, ça donne un pouvoir de veto démesuré, effectivement, à cette... et ben voilà, c'est effectivement ce que dit Thor dans le chat. Et lorsque le MJ est contre les joueurs, ça donne un pouvoir de veto démesuré, et c'est effectivement pas très cool pour l'équilibre de la partie. Sauf que le MJ est une joueuse comme les autres, et qu'on est là pour jouer ensemble. Et les joueuses n'ont pas particulièrement envie de casser le scénario, elles sont bien conscientes qu'il y a un scénario, et le MJ n'a probablement pas prévu autre chose, donc si on utilise la X-Card, il va falloir improviser. C'était un sport quand même à un moment. Il y a une Pardon époque où pourrir un scénario, c'était un sport. Il y avait ça, même des sites qui savaient comment pourrir ton MJ, comment pourrir tes joueurs. C'était une discipline en soi. Je suis une bisounours, je sais. Non, mais t'as souligné un point, c'est que effectivement, ces outils, il y a des loopholes quand on est dans un jeu confrontationnel. Pour faire de manière manichéen, MJ versus joueuse. Les 1001 pièges c'est Grimtooth, je crois, c'est ça. Enfin voilà, on est dans ce jeu gritty où le but de l'expérience ludique de la meneuse, c'est de tuer les joueuses. Enfin, les personnages, pardon, pas les joueuses. Non, excusez-moi. Et mais je pense qu'on en sort. Je pense qu'on en sort de cette approche confrontationnelle avec deux parties autour de la table, et que c'est juste une répartition de rôles différents pour créer une histoire et créer un fun commun. Et que ce soit simulationniste ou narratif, on est quand même sur de la création commune. Et à partir de là, l'abus de X-Card, ça nie juste la création commune et le fun autour de la table. Et en fait, la personne va le faire, va bien s'amuser une demi-heure, et puis va s'ennuyer. Enfin, moi j'aimerais dire, oui, on le fait pendant 20 minutes, et puis on va tous se faire chier, et puis on va arrêter d'abuser. Alors, en convention, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, dans les parties en campagne, je pense qu'il y a peu de risques d'abus de ces outils. En même temps, si un outil de sécurité émotionnelle est accompagné d'un outil de secours émotionnel, c'est-à-dire que tu sors la X-Card, il va se passer quelque chose derrière. Donc à un moment aussi, si du coup on te prend entre quatre yeux pendant un quart d'heure à chaque fois que tu appuies dessus pour rien, juste pour provoquer, enfin c'est pas réaliste. Les gens qui s'imaginent que les personnes vont abuser de la X-Card pour tout, non, parce que ça sera pas créé. Tu vois, bon, la personne le fera une fois, deux fois, et puis après on va catcher quand elle va appuyer dessus. Sauf qu'après ça sera le garçon qui crie au loup. Le jour où elle l'utilisera pour de vrai, on la croira plus. Donc c'est pas au service de la personne, quoi. C'est pas au service du jeu, c'est pas au service du groupe. Clairement.
clairement. On approche de la fin, donc si jamais vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite, surtout n'hésitez pas, je suis en train de lire le chat. On avait une question qui demandait quelle était la différence entre l'utilisation des outils de sécurité émotionnelle dans le contexte d'une partie privée ou d'une session en convention. Finalement, j'aurais tendance à dire que la vraie dichotomie, arrêtez-moi si je me trompe, est entre joueurs qu'on ne connaît pas du tout et joueurs qu'on connaît bien ou un peu. C'est parce que ça m'arrive de jouer avec des inconnus hors d'une convention. Et en général, quand je fais une partie privée, très vite, je commence à connaître les joueuses. Mais la différence, la différence pour moi, c'est que lorsque je joue avec des inconnus, je dis pas X-Card, je dis pas Trigger Warning. Parce que je sais jamais, j'ai pas envie de braquer les gens juste avant qu'on commence à jouer. J'ai pas envie de lancer des débats sur la sécurité émotionnelle, il n'y a rien à débattre, il y a de la sécurité émotionnelle à ma table, point. Mais sinon, il n'y a pas tellement de différence. Parce que comme on expliquait au début avec Arnaud, on peut jouer avec quelqu'un 200 fois par an et ne pas se rendre compte qu'il y a un problème. Et pour preuve, Arnaud a dit au début de la partie qu'il y a eu un problème il y a 3 semaines. Je ne m'en étais pas rendu compte. Et pourtant, je savais, et pourtant, je faisais attention à exactement ce sujet-là pendant la partie. C'est pour dire. Moi, je trouve que Donc- les potes sont plus pénibles que les inconnus. Hein. C'est Alors plus oui, facile de jouer avec les inconnus qu'avec les C'est vrai, c'est vrai aussi. Mais d'un point de vue sécurité émotionnelle, finalement, on va avoir naturellement tendance à faire plus attention lorsqu'on joue avec des inconnus parce qu'on ne sait pas. On va avoir tendance à faire moins attention avec des gens qu'on connaît, alors que, comme disait Arnaud, on ne révèle pas toujours ses faiblesses aux gens, même si on les connaît depuis 20 ans. Révéler ses faiblesses, c'est quelque chose de pas facile, quelque chose qui peut nous mettre en danger, c'est normal de pas forcément le faire. Si bien qu'on ne sait pas, on ne sait pas toujours ce qui peut se mettre mal. Et j'ai tendance à dire que finalement, c'est quand on joue avec des gens qu'on connaît bien que les outils de sécurité émotionnelle sont les plus importants. Parce que là, dans la partie avec Arnaud, où il y a eu un problème et où je m'en suis pas rendu compte, c'est une partie où on joue avec des gens qui se connaissent depuis 20 ans. J'ai rejoint la campagne en cours de route, donc le contrat social, l'accord de groupe était déjà établi. On n'a pas vraiment d'outils de sécurité émotionnelle. Pas encore. Je vais y arriver. Je vais militer très fort. Tu es prévenu, Arnaud. Oui, oui, et puis t'es arrivé aussi sur une partie où l'accord de groupe il date de 2002, donc il mériterait d'être Oui, une petite refait, révision. quoi. C'est ça. Voilà. Il ne faut pas hésiter à Donc, ressortir ces outils, même quand ils ont été faits Ouais. régulièrement. Il ne faut pas attendre depuis 2002, mais c'est ouf. 2002, Arnaud exagère un peu, je pense. Mais oui. Ouais. Depuis 2020 encore, je dis pas 2002. Et encore 2020 déjà, moi je trouve que ça fait loin, tu vois. Quand je vous dis que je me sens régulièrement la petite jeune à cette table. Donc voilà, les outils de sécurité émotionnelle, il n'y a pas vraiment de différence. La différence, c'est que quand on joue avec des gens qu'on connaît bien, eh ben, on fait moins attention et que c'est là que viennent les problèmes. Moi, je dirais la différence, c'est qu'en convention, tu peux très facilement taper dans la sécurité émotionnelle des personnes parce que tu les connais pas, mais que tu vas beaucoup plus facilement couper, ne pas investir d'émotions, te lever de table et dire j'arrête. Enfin, je pense que tu te fais plus souvent mal, mais moins violemment en convention, et tu te le fais moins souvent avec les personnes que tu connais, mais ça peut être beaucoup plus douloureux. Tout à fait. Donc les outils de sécurité émotionnelle, c'est pratique. Et la sécurité émotionnelle, en général, quand on l'utilise dans nos parties avec Arnaud, c'est pas grand-chose. On se rappelle nos lignes et nos voiles, on met à jour nos lignes et nos voiles parce que ça peut être que ce soir, j'ai vraiment pas envie de parler d'indépendance familiale parce que voilà, il y a eu des trucs pendant la journée. J'ai pas envie de parler de problèmes au boulot avec le boss qui m'engueule parce que bah voilà. Ou même sans se justifier. Enfin, avec Arnaud, en général, on explique, mais pas toujours. Et après, c'est principalement des OK check pendant la partie. Je crois qu'on n'en est jamais arrivé au break ou au cut ou à la X-card. Ou peut-être qu'on a fait un break une On fois. a eu un break. Albéric nous a déclenché un break une fois. Oui, c'est vrai. Mais c'est à peu près tout. Ça veut pas dire
que c'est pas important parce que le jour où il y aura un accident, comme celui qui aurait pu arriver avec Albéric, ça aurait tapé très très fort pour le pauvre Albéric. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Erel, sur ce sujet? Juste que, bon, bah, tu t'engueules avec un inconnu, bon, tu rentres chez toi, tant pis, tu fais autre chose, tu t'engueules avec ton mari, tu passes une semaine de merde. Voilà, il y a ça aussi, je veux dire, là, comme tu parlais d'impact, mais même l'impact sur ta vie, il est pas pareil quand tu te prends la tête avec quelqu'un que tu connais bien sur un jeu de rôle. Mm, mm. C'est pas la même Tout à non fait. plus. Bah, On il y a a, il y fait a un de mes meilleurs potes, on s'est pas parlé pendant 5 ans, on a été en froid pendant 5 ans à cause de sécurité émotionnelle sur du jeu de rôle, dont on n'avait pas su parler. Et avec le temps, on a pu renouer le contact. Mais oui, le froid, il a été de 5 ans. Et moi aussi, ça m'est arrivé avec le gars dont je parlais au début qui a sorti du cannabis dans une partie de jeu de rôle. J'ai pas su quoi faire. Je le trouvais déjà parfois un petit peu creepy, mais bon, ça a vraiment influencé ma façon de le voir lui, alors que c'était son personnage. Et que ça n'aurait pas dû, ça aurait pu se passer autrement. Si j'avais eu des outils, ça se serait pas passé comme ça. Donc voilà, la sécurité émotionnelle, je dirais, c'est un peu tout le temps. C'est pas c'est pas uniquement pour la convention, c'est pas uniquement pour les gens qu'on connaît pas. C'est avant tout pour s'assurer que tout le monde va bien, ce qui est assez pratique. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper dans le chat. Tu disais, RL, j'ai pas entendu. Ça permet de passer des bonnes soirées aussi. Oui. C'est bien. Oui. Passer une soirée de merde avec des gens qui font la gueule. Effectivement, finalement, faire un débriefing ou lorsqu'il y a eu un problème à la table, un truc qu'on peut faire aussi, c'est en parler à froid. C'est-à-dire ne pas en parler au débriefing ou juste dire on débriefera la semaine prochaine. Là, j'ai juste besoin que ça retombe et qu'on en parle plus tard. C'est ce que j'ai fait assez récemment d'ailleurs avec le groupe d'Arnaud et ça s'est très très bien passé. Donc il faut pas hésiter à prendre un peu de temps si on a besoin de temps. Voilà. Faut essayer de pas prendre 2 mois non plus parce que c'est là que les situations s'enveniment et gèlent et c'est pas glop. Les gens oublient aussi. Aussi. Les vieux Aussi. surtout. Mais simplement dire bon là ça va pas trop mais on en parlera la semaine prochaine. Les gens en face vont passer une mauvaise semaine, ok, mais ça vaut peut-être mieux que de s'engueuler là maintenant tout de suite. Voilà. Il y avait quelqu'un qui tapait dans le chat, mais je ne vois plus personne taper. Donc je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions. Si jamais vous avez envie qu'on aborde encore un sujet, on peut encore le faire. En attendant, je propose de laisser le mot de la fin. Si jamais vous voulez conclure sur quelque chose, Arnaud et RL, moi j'ai un peu conclu déjà. Moi j'espère que ça vous a donné envie au moins d'essayer. C'est un peu comme les techniques d'écriture, on sait si ça nous convient que si on les a essayées. Voilà, que j'expliquais hier ou avant-hier. Et voilà, bah écoutez, si c'est bon, mangez-en. Ouais, je pense que moi, le mot de la fin, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui apprend qu'il fait de la prose et qu'il est tout fier. Moi, c'est une découverte assez récente, la sécurité émotionnelle. Et je me suis rendu compte que j'en faisais un peu et que ça me permet d'être encore mieux. Et donc, je vais dans le sens d'Erel. Découvrez les outils, prenez ce qui vous convient. Rendez-vous compte que vous en avez fait depuis toujours et que c'est cool. Voilà, je suis d'accord. Je suis contente, Benoît, que tu aies appris plein de nouvelles techniques, parce que ça veut dire que probablement plein d'autres gens ont appris plein de nouvelles techniques. Et comme disait Irel, les techniques qu'on a listées, c'est des couleurs de base sur la palette. Vous pouvez mélanger, rajouter des trucs, inventer, changer. Ce qui est important, c'est pas ce que font les autres, ce qui est important, c'est que ce que fait votre table. Je vois que Benoît est encore en train de taper, donc on va attendre avant de finir le live, mais je pense qu'on va bientôt pouvoir finir.
Faut pas hésiter à customiser parce que le plus important c'est que ça vous ressemble et que vous soyez à l'aise pour les utiliser. Exactement. Voilà. Exactement. Et ne dites pas X-Card avec un release de plus de 50 ans, ça risque de mal se passer et ce serait dommage. Dites méthode d'arrêt d'urgence, dites symbole, dites lune noire, dites ce que vous voulez. Et peu importe. Non, je L'important, précise c'est quand juste- même pour toutes mes blagues de vieux, mais moi je suis du genre à oublier le truc au bout de 2 semaines, tu vois. Donc je me permets pour parler de moi, quoi. Très bien, très bien. Et ben, je suis contente que le hockey check se fraye un chemin dans tes parties. Je suis contente que vous puissiez repartir de ça avec des nouvelles méthodes, avec un nouveau point de vue. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne continuation de journée, Ou de où journée, que vous oui. soyez. J'essaie de calculer dans ma tête. Non, il est 13h là. Bonne suite Bon de temps. appétit peut-être. Merci à vous. À plus. Au revoir. Ciao.